dès demain. Et voilà, c'est fait. Alors, ce webinaire-là, ben, ça se veut une occasion d'offrir des informations et d'avoir des échanges que je dirais en famille. Alors, on n'a pas de conférencière particulière de l'extérieur. On a quand même la maman de la famille qui s'est offerte généreusement à faire une analyse très détaillée du projet de loi. Certains d'entre vous ont peut-être vu passer des communiqués, ont peut-être lu ce matin aussi l'intervention qui a été faite. Alors, Sylvie saura nous en parler. C'est la maîtresse de jeu pour aujourd'hui. Je vais l'assister surtout au niveau des interactions, de la gestion des interactions, mais pour le reste, vous ne m'entendrez pas, mais vous aurez grand plaisir à entendre Sylvie et à interagir avec Sylvie et entre vous. Alors, Sylvie Tremblay étant la directrice générale de notre regroupement, je te cède la parole, Sylvie. Merci, Jacques. Bonjour tout le monde. C'est un premier web. Comme disait Jacques, c'est le début des interactions sur ce projet de loi-là entre nous. Je vais vous faire un petit bout d'historique de où on en est et puis je vais vous présenter à la logique là, le briefing du ministre comment le briefing du ministre a été fait pour les journalistes. Donc, pour m'accompagner dans le brouhaha des acétates, s'il te plaît, Mariana, on va y aller. Donc, le regroupement, c'est nous. On est à peu près 540 comités à l'heure actuelle. Il y en a toujours qui arrivent de plus en plus. Notre mission, défendre, améliorer les qualités et nos valeurs que j'intègre à tous les jours. Respect, intégrité, solidarité et engagement. Alors voilà, c'est nous. Mariana. Alors, le projet de loi 15 est un monstre. Il a plus de 1200 articles. Il modifie plus de 35 lois. Il abroge en bonne partie de la loi du ministère de la Santé et des Services sociaux et partiellement la partie là, pour les communautés autochtones et inuits. Mais pour le reste, tout est à peu près modifié dans la réforme. Alors, j'ose dire presque une réforme, puis on verra pourquoi. Là. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la présentation que le ministre a fait. C'est comme les impôts, là. Le ministre a fait un huis clos avec les journalistes pour leur expliquer l'ensemble de l'œuvre à son dépôt, là, il y a une dizaine de jours. Et c'est ce document-là que je vous dépose aujourd'hui, dont je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les grandes lignes de ce que le ministre a déposé aux journalistes. Et je vous ferai des commentaires par ailleurs sur où on en est puis comment on travaille là, pour la suite. Alors, vous comprendrez que c'est un langage du ministre très large là, pour les journalistes. Donc, c'est un peu le langage ministériel. Mais au-delà, on va tout avoir la même présentation et tout le monde est au même pied. Là. Il y avait les journalistes. Moi, je voulais que mes membres puissent aussi en avoir une copie. Donc, voilà ce que le ministre avait déposé aux journalistes. Donc, dans les grandes lignes, il n'y a pas on nous dit. Donc, il n'y a pas de fusion d'établissement cette fois-ci. On respecte la configuration géographique actuelle. Donc, la dernière réforme, vous vous souviendrez, c'était on faisait des CIS, des CIUS à l'exception des centres universitaires. Donc, on garde la même configuration. Je vous passerai des lignes là, qui ne sont pas d'intérêt pour les comités des usagers, mais vous pourrez les lire là, dans ce contexte-là. On nous dit aussi que les PDG, PDGA vont demeurer.
Et sur base volontaire, les gens iront à Santé Québec. Bon, mais en même temps, on verra bien. Alors, Mariana. Alors, les 4 actes principaux de cette réforme, puis là, je vais vous faire un peu une historique. Monsieur Dubé avait, il y a quelque temps avant les élections, avait proposé une réforme en disant que la prochaine serait plus humaine. Alors, vous comprendrez que dans la logique et dans les 4 principaux axes proposés, l'humain est un peu escamoté pour reprendre sur l'efficacité. Alors, le PL15 dit très explicitement pour améliorer l'efficacité du réseau. Alors, les axes, revenir à une gestion de proximité, on en reparlera. Améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux, être à l'écoute des usagers et créer Santé Québec, qui est le nœud de cette réforme qui ne dit pas le nom. Alors, voilà, Mariana. Donc, on nous dit dans ce projet de loi-là qu'on revient à une gestion de proximité. Alors, je reprends mes notes en même temps parce que je veux quand même être bien. Alors, pour le ministre, dans sa présentation, une gestion de proximité, ça veut dire pour lui de renommer des gestionnaires à la gestion des installations. Donc, il y a une vision assez restrictive de la proximité, pourrons-nous dire, parce que, bon, il y a eu l'expérience, bien sûr, de la COVID où on sait que s'il y avait eu des chefs dans plus de CHSLD, on n'aurait peut-être pas vécu cette hécatombe, mais bon, ils ont appris et puis là, on est sur une gestion de proximité. Ils vont engager des cadres dans les installations. On dit que ça va rendre la gestion plus flexible au niveau de la gestion des ressources humaines, bien sûr, puis des grandes orientations. Et on va rendre la gestion un petit peu plus adaptée aux besoins des clientèles, notamment, nous dit-on, au niveau des services sociaux, la santé mentale et des aînés. On n'a pas nécessairement beaucoup de précision à cette étape-ci de comment tout ça va se faire. Mais bon, c'est l'axe proposé pour le moment, là, puis on va vérifier ça au jour le jour là, à partir de maintenant. Mariana, je veux vous dire aussi que j'ai choisi quelques axes, parce que c'est ce qui nous rassemble ce midi-là, ce qui est plus proche des services, puis le lien avec les comités d'usagers. Donc, on nous dit être à l'écoute des usagers. Et là, on ajoute ceci, donc obligation pour chaque établissement de Santé Québec de mesurer la satisfaction afin de gagner en efficacité. On parlera de la satisfaction tantôt. Création d'un poste de commissaire national aux plaintes et à la qualité. La mise en place d'un programme national de qualité pour s'adapter puis adapter les réalités du réseau. La transformation des conseils d'administration et des conseils d'établissement, c'est plus qu'une transformation, c'est qu'il n'y en aura plus. Alors, c'est une transformation assez radicale. Renforcement et harmonisation. Puis prenez vos questions, là. Moi, je vais répondre après coup, là. Renforcement et harmonisation des pratiques, par ailleurs, pour nous, les comités d'usagers, par la création Santé Québec d'un comité national des usagers. Alors, je vais prendre cette question-là tout de suite. Non, laissez-moi finaliser ce bout-là, puis je vous répondrai un peu comment ils voient les choses. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on maintient les comités d'usagers et les comités de résidents dans les établissements. Mariana, on ferait l'autre, puis après ça, je vais répondre à vos questions. Qu'est-ce que ça mange en hiver, maintenant printemps, le comité national des usagers?
Alors, le comité est composé de membres issus des comités d'usagers des établissements, publics, privés, des représentants des regroupements, des personnes qui exercent une responsabilité de direction, sous l'autorité de je ne sais trop qui pour le moment. Mandat de 4 ans pour les membres et le nombre de membres et les règles de fonctionnement seront déterminées par Santé Québec. Donc, vous comprendrez que c'est un peu flou pour le moment. Et les fonctions principales seront d'harmoniser les pratiques, la surveillance, l'exercice de l'exercice, recommandations et collaboration avec les associations nationales. Mariana, va voir l'autre pour que je sois capable de faire le tour de cette affaire-là. Non, ça, on l'avait déjà. L'autre, voilà. Alors, puis après ça, je vais arriver à vos questions un petit peu plus précises, puis pour lesquelles on va faire une présentation en commission et puis pour lesquelles on va défendre nos droits. Donc, ce que ça fait pour chaque établissement étant CESIUS et les hôpitaux universitaires, donc la transformation des 22 comités d'usagers des QC et des CU, maintien d'un CU pour chaque établissement, ce qui n'est pas un QC. Statu quo pour les comités de résidents, donc on laisserait les comités de résidents en place sans transformation. Et la composition des comités d'usagers serait d'un minimum de 5 membres élus par tous les usagers représentants désignés et parmi chacun des CR et 3 élus par comité de résidents. Et le mandat n'est pas de 4 pour ce comité-là, pour le comité des établissements, mais de 3 ans. Mariana, peut-être que je... OK. Alors, on nous dit, on va pouvoir former des sous-comités de ces grands comités-là pour des particularités régionales ou des missions d'établissement. On nous dit que c'est extraordinaire parce qu'on a 5 usagers par conseil d'établissement, mais ce n'est plus un conseil d'administration. Alors, on bonifie, mais le pouvoir étant un peu loin. On va nous consulter, nous dit-on. Donc, on précise aussi le rôle du comité national et les regroupements afin d'assurer leur complémentarité. La détermination par Santé Québec des grands paramètres du Programme national de la qualité, ça, je vais vous revenir, c'est intéressant, et constitution d'un comité national de vigie. Voilà. Alors, je pense qu'on est à peu près là. Puis là, je vais vous donner mes commentaires, puis je vais répondre à vos questions. Donc, une première question qui est posée sur le chat, une question, qu'arrive-t-il avec les QC? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, ça n'existe plus. Les structures que nous avions n'existent plus. Alors, à l'exception des comités de résidents, tout est chamboulé. Alors, et on l'a annoncé quand on a vu arriver le projet de loi, c'est-à-dire que tous les comités d'usagers par mission n'existent plus. On pourrait éventuellement, selon le ministre, créer des sous-comités sur base régionale ou territoriale sur des missions particulières. Et le comité national n'est pas le QC, parce que le mode de représentation que vous avez vu n'est pas le même. Donc, il n'y aura plus de QC, il va rester quelques comités d'usagers. Les missions universitaires sont sauvegardées. Quelques comités d'usagers, donc un par établissement, dirons-nous, et les comités de résidents. Donc, c'est une grosse transformation pour nous. Et il y a une perte Et on a déjà dit qu'on n'était pas d'accord avec cette vision-là. On leur a dit qu'on voulait que tout revienne et qu'on négocie ensemble le partage, l'organisation, les modes de fonction, les modes de représentation et la façon de travailler que nous aurons avec le ministère.
Donc, ça a été depuis le début, cette position, et c'est celle que nous défendrons demain en commission parlementaire. Ils ont été un peu chamboulés, je crois, et je pense qu'il y a de l'ouverture, mais on a beaucoup de travail à faire. Alors, non, les QC n'existent plus. Autre question. J'ai M. Foran qui a levé la main, mais je vais passer aux deux questions qui étaient consignées préalablement. Alors, les CU n'existant plus, comment pourra-t-on retrouver des représentants au Comité national des usagers? Alors, si vous revenez à la façon dont ils voient les choses, puis là, je vais vous parler de Santé Québec après, parce qu'il manque un filon à toute cette belle affaire. Alors, des CU, on va nommer au comité, donc il y a des comités d'établissement qui sont nommés pour 3 ans et qui ont quelques personnes. Et le comité national est à Santé Québec. Et là, va être nommé par des regroupements des membres et aussi, pour eux, c'est comme le rôle de coordination avec Santé Québec. Alors, Santé Québec, c'est la bibite de la réforme. Alors là, je veux qu'on soit bien, bien conscient de ce que ça veut dire. C'est qu'avant, la réforme Barrette, vous vous souviendrez, tout se passait en haut, puis plus rien vraiment en bas sur le pouvoir que nous avions et que nous avons d'avoir des services qui nous ressemblent et qui sont de proximité. Là, ça va faire un peu comme moi, c'est-à-dire que la lourdeur se fait au milieu. Alors, c'est Santé Québec qui ramasse la chose. C'est Santé Québec qui devient le bras opérationnel de l'ensemble du réseau. Et je vais vous faire une analogie, vous vous souviendrez, un jour, il y avait le ministère des Finances et il y a un moment donné, il y a eu Revenu Québec. Et Revenu Québec est devenu une bibite à part du ministère des Finances et là, gérait l'ensemble des opérations pour le revenu. Alors, c'est un peu la vision du ministre à cette étape-ci, c'est que même le ministre, dans sa vision, il diminue même ses prérogatives de ministre. C'est la première fois que je vois ça, un ministre qui s'enlève des prérogatives. Alors, donc, on diminue le rôle et les fonctions du ministère pour devenir une boîte de politique et de programme. Tout l'opérationnel devient Santé Québec. Donc, il va y avoir Santé Québec Estrie, Santé Québec Abitibi, Santé Québec Montréal. Ça, j'ai hâte de voir ça. Bon, alors, il va y avoir des Santé Québec partout, chapeauté par un Santé Québec national qui gérera toutes les opérations du système et qui dit en prime, nous allons gérer l'ensemble du personnel du réseau. Donc, on rediminue les accréditations et ça va être, j'imagine, un des plus gros employeurs au Québec à la suite de cette réforme-là. Et ensuite, les établissements seront le bras opérationnel de Santé Québec. Et donc, le conseil d'administration est à Santé Québec et il y a des conseils d'établissement maintenant à Santé Québec Montréal, Santé Québec Québec. Mais ce ne sera plus des pouvoirs décisionnels au niveau de cette gouvernance-là. Et tout le reste autour de la façon de travailler, comment s'opérationnalisera la chose, la vision claire de comment va l'intégration du personnel, l'intégration du ministère dans cette bibite-là, tout ça est dit un peu flou en disant, ben là, suite à la loi, on va commencer les travaux. Alors, c'est un peu ça le fond. On est en perte. Nous qui travaillons avec vous autres, là, sur nos tables de mission depuis 2 ans, là, puis qu'on a vu ça arriver, là, on est tombé en bas de nos chaises et on était très, très en colère parce qu'on leur avait dit, quand M. Dubé a présenté ça avant les élections, que pour nous, c'était inacceptable. Il y avait déjà des problèmes de représentation, de vision citoyenne par ailleurs sur nos rôles.
Et puis, bon, on voit arriver ça, vous comprendrez qu'on va se défendre à mort. Donc, ça, c'est incroyable. Alors, d'autres questions peut-être? Oui, à ce stade-ci, le portrait, c'est que j'ai 2 personnes à main levée, en fait 3, et j'ai 4 réactions sur le chat, comme le prochain devait être M. Forand. Et M. Forand, votre main a été rebaissée. Est-ce que c'est parce qu'on a couvert votre question? Il semble que oui. Parfait. Alors, on va aller avec Mme Penneau à la main levée, si vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, Manon, comment allez-vous? Ça va bien, madame. Écoutez, j'ai regardé dans le glossaire fiche technique. Vous avez là une comparaison de avant et après. Avant, on parle de mission, mais maintenant, on ne parle plus de mission. Alors, c'est une réponse à la façon dont ils qu'ont proposé les changements. Alors, de quoi on parle? On parle des services de santé dans des ensembles. Alors, vous avez les services communautaires, les services hospitaliers, les services d'hébergement et de soins de longue durée, les services de protection de la jeunesse et les services de réadaptation. Alors, puis suite à tout ce qui s'est ensuivi dans l'année dernière puis l'année avant, où on a fait une grande part aux usagers partenaires, j'ai comme l'impression que c'est maintenant des usagers partenaires à qui on va demander Alors là, je reviens là-dessus parce qu'il ne faut pas mêler les pommes et les oranges. Oui, je comprends. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais continuer votre question, mais je vais vous dire pourquoi. OK. Alors, ma crainte, c'est de voir au niveau du Comité national des usagers des gens, je dirais comme des solitaires, OK, dans le processus. Et puis, au niveau même des CE, des conseils d'établissement, sur le conseil d'établissement, on va voir des usagers partenaires et non plus possiblement des représentants de comités d'usagers. Alors, puis, il faut se rappeler que les comités d'usagers sont des gens qui vivent ensemble et qui reçoivent ensemble des expériences diverses. Alors, pas juste une seule voix pour apporter des situations. Alors, c'est là où je m'interroge finalement. Alors, il y a 2 parties à cette question. Alors, nous et vous et tous autour de la table qui connaissez un peu ce que c'est les usagers partenaires, pour certains, vous êtes, comme dit, vous êtes à la fois des fois usagers partenaires et vous êtes aussi sur des comités. Alors, la loi est très claire à ce sujet-là. Ici, on parle de groupes représentatifs des comités d'usagers et comités de résidents. Et on avait une petite peur, exactement comme vous, Mme Penneau, sur la représentativité des comités, mais ce ne sera pas le cas. Et vous verrez en commission que les ardents défenseurs de patients partenaires ne sont pas très contents de cette formule-là. Cette manche-là n'est pas une manche pour les usagers partenaires. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revoir la formulation, la vision de représentation et la vision de ce que vous êtes en train de dire sur ce que c'est dans les services d'établissement. Nous, on veut revenir aux missions. Donc, des services, ça peut être, nous, ce qu'on veut, c'est des postes dédiés aux missions, comme nos tables de mission, comme on avait avant. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Et dans ce contexte-là, les usagers partenaires ne sont pas interpellés ou inscrits, je dirais ça comme ça à ce moment-ci, à cette étape-là. Alors, on verra la suite. Là. Il y a toutes sortes de monde qui vont pousser la nénette, comme disent d'autres mondes, mais la loi est très claire là-dessus. Là. Puis, il n'y a pas de changement là-dessus. Là. Ceux qui défendent les droits, c'est les comités d'usagers et les comités de résidents. Alors, ça, au moins, ils ont compris ça. D'autres questions, Jacques, parce que là, je ne les suis plus. Oui, effectivement, j'avais Mme Simoneau qui est intervenue avec une question, parce que là, j'étais rendu plus loin, puis j'essaie de respecter quand même l'ordre. Pourquoi un comité national aux plaintes alors qu'il y a le protecteur du citoyen? OK. Donc, dans chaque établissement, il y a des commissaires aux plaintes.
Et ça ne va pas super dans beaucoup d'établissements. Il y a des établissements où ça ne va pas pire, où les commissaires ont une vision plutôt macro, une vision de solidarité avec les comités d'usagers, ils travaillent bien ensemble, ils ont une bonne relation, de bonne communication. Pour d'autres, c'est totalement le foutoir. Ils ne veulent pas que les comités d'usagers, comités de résidents accompagnent, assistent, puissent aussi même donner des conseils. Alors, on est dans quelque chose d'assez particulier au niveau des commissaires aux plaintes. L'avancée du projet, il y en a quelques-unes, c'est qu'il va y avoir un commissaire national aux plaintes et on va uniformiser cette vision-là et on va sortir les commissaires aux plaintes de la structure du conseil d'administration parce qu'ils n'étaient plus indépendants. Et ça, on avait beaucoup avec le temps, on a bien vu que le caractère d'indépendance est essentiel au niveau des plaintes. Alors, c'est un peu ça la vision là, du ministre là-dessus. Et ce qu'il disait en conférence de presse est assez éloquent à cet égard. Il disait comment ça se fait que dans un établissement, il s'est passé telle affaire puis qu'il y avait des plaintes puis on ne le savait pas. Et là, il n'en veut plus de ça. Mais c'est parce que comme il était redevable du conseil d'administration, puis le conseil d'administration ne voulait pas le dire au ministre, bien là, il ne savait pas. Alors, ça a créé pour le ministre un peu d'inconfort à tout le moins. Ça, c'est une avancée. C'est-à-dire qu'au moins, les commissaires vont devenir un peu plus indépendants. Il va y avoir une commissaire nationale qui va travailler avec eux sur cette vision-là et ils vont être rattachés à Santé Québec. Alors, le bout, nous, qu'on doit avoir, qu'on doit gagner, qu'on doit faire, c'est d'être rattachés à ce monde-là pour que, quand ils font des plaintes et des insatisfactions, qu'on accompagne, qu'on assiste partout au Québec, puis qu'on soit reconnu pour ça. Puis au-delà, dans ce contexte-là, dans la politique qu'ils feront sur l'amélioration et la satisfaction, il faut toujours y être. Là. Alors, et le protecteur du citoyen relève de l'Assemblée nationale et est le porteur, je vous dirais, ultime de la défense des droits pour l'ensemble des ministères au Québec. Alors, le protecteur du citoyen travaille à la fois en santé, en environnement et autres. Alors, nous, ça nous prend une structure et les commissaires aux plaintes sont là pour ça et il faut garder ça, il faut maintenir ça. Autre question. Autre question. Là, je vais avertir les gens là, par équité. On va enregistrer tout le chat. Donc, tous les commentaires vont être disponibles pour nous après et on va pouvoir les lire et en assurer des suivis le cas échéant. Mais on a un bon exemple. Mme Salvaille est intervenue plusieurs fois. Mme Salvaille, il y avait des questions, il y avait des commentaires. Par équité, je vous demanderais de cibler une question plus punchée là, que vous voudriez soumettre à Sylvie en prenant la parole, s'il vous plaît. Mme Salvaille, est-ce possible d'ouvrir votre micro? Oui, d'accord. Est-ce que c'était Mme Salvaille qui était la prochaine? Oui, je souhaitais que les gens s'identifient d'ailleurs quand ils interviennent, j'apprécierais. Donc, je suis comité des usagers de Mme Frémagogue. Écoutez, oui, peut-être rapidement, les QC sont essentiels là, pour soutenir et animer les CU et les CR. J'aimerais ça que vous représentiez cette obligation de maintenir les QC pour aider, assister les CU qui sont de petites entités de bénévoles et qui ont besoin d'une entité de coordination. Ça, c'est essentiel que ça soit maintenu. Je me posais la question, est-ce que vous voyez dans la loi, ce n'est pas clair pour moi, s'il va y avoir un conseil d'établissement dans chaque RLS ou s'il y a encore un seul conseil d'établissement? Je croyais l'avoir compris, puis là, en relisant... Un conseil d'établissement par établissement. D'accord. OK. Il y a aussi les comités d'usagers de clientèle particulière par mission, là, j'imagine. Alors, voilà. D'accord, parfait. Okay. C'est ça, non, il n'y en a plus. C'est ça qu'on dit. C'est que exactement, parfait. Il faut revenir aux missions. Parfait. OK. C'est bien, j'ai terminé. Parfait. Dans ce même sens-là, il y avait un commentaire de Mme Isabelle Perrin, mais je prends pour acquis que ta dernière intervention vient de bien répondre, ce qui nous permettrait d'aller à Mme Linda Thurston, qui avait la main levée en ouvrant votre micro. On vous écoute.
Bonjour, Oui, Linda. bonjour. Bonjour, Madame Tremblay. Mes deux questions. Première question, avant ça, je vais vous dire que moi, je suis dans une salle, puis j'ai des comités de résidents et comités des usagers avec moi. Moi, je suis le comité des usagers CPEJ Gaspésie-les-Îles et je suis présidente du QC aussi. Ma première question, d'où vont venir les budgets des comités de résidents? Que cela vient des comités des usagers présentement. Est-ce qu'il va y avoir un barème pour dire, parce que là, ça dépend de chaque comité des usagers, parce qu'on sait bien qu'avec 1 000 $, nos comités de résidents ne fonctionneraient pas. Fait que, ma première question est là. Ma deuxième question, c'est quel comité, le comité, c'est le comité d'établissement. Linda, on ne t'entend plus. On vous a perdu. Je vais tenter de répondre à la première parce que tout le monde veut parler, probablement va me demander comment ça se passera puis qu'est-ce que ça veut dire sur les budgets. Alors, la question a été posée aussi. Cette année, tout est égal. Alors, ils ont reconduit les budgets et ils ont reconduit la façon de faire dans un contexte où, très rapidement, dans la logique, ils veulent que Santé Québec reprenne un peu le pôle sur l'organisation puis l'opérationnalisation des choses. Mais pour cette année, vous comprendrez que nous, c'est le statu quo là, pour nos façons de travailler. Les cadres de référence n'ont pas été négociés. Vous comprendrez pourquoi maintenant. Parce que dans ce contexte-là, on nous dit qu'il n'y aura pas de diminution de budget global sur l'ensemble de ce que nous vivons, mais la répartition va, à la logique même du projet de loi, pourrait changer. Donc, tout ça étant, ce qu'on sait, puis ce qu'on va défendre, c'est... donc, ce qu'on sait, c'est les budgets restent les mêmes, il n'y a pas de coupure de budget sur le financement global de l'ensemble des comités de ce qu'il y a maintenant et pour les années à venir, c'est ce qu'on nous dit. Mais comme vous voyez, la répartition est tellement différente que là, ce budget-là va être divisé autrement. On n'a pas encore de vision opérationnelle des tâches et fonctions parce que les cadres de référence à la lumière du dépôt du projet de loi et à la lumière de l'arrivée de Santé Québec, là, on va négocier les cadres. Et donc, c'est là que ça va se passer. Merci. Madame Tremblay, excusez, c'est Madame Thurston. On n'a rien entendu. Tout a fermé, puis vous êtes réapparu, mais tout a fermé ici, fait qu'on n'a absolument rien entendu de ce que vous avez répondu. Puis on n'a pas entendu votre deuxième question, fait que je ne répondrai pas à la deuxième, Linda, parce que je ne l'ai pas entendue. Ben, je vais vous la dire. Ma deuxième question, c'est en étant juste un comité, qui va être en mesure de faire les accompagnements des jeunes en LPJ, voilà. des parents en LPJ? Alors là, on a dit au ministre, on a dit au ministère, on va le répéter en commission parlementaire demain, on veut que les tables de mission, les comités de mission reviennent, soit dans le projet de loi. On n'accepte pas que les tables de mission n'existent, que les missions n'existent plus. Et on a fait des représentations assez virulentes sur cet aspect-là. Alors, on va voir demain en commission comment ça va se passer. On va réitérer ça demain en commission. Et on va se battre. Alors, voilà. OK. J'avais M. Bargiel, mais je crois qu'on vient bien... Madame Bargiel. Madame Bargiel, excusez-moi. Je crois qu'on vient de bien répondre avec la dernière intervention. Donc, on peut lui laisser son droit de parole pour peut-être une question ultérieure, si ça vous va. Madame Bostock, une copie de la... Oui, ça va. On a déjà répondu que la présentation serait disponible avec l'enregistrement. Monsieur Guy Desilets, qu'arrive-t-il avec les CAAP? Alors, les CAP sont des organismes communautaires. Il y a pas, moi, je n'ai pas vu de changement réglementaire
sur les... il n'y a pas de règlement déjà, là. Mais les CAP ne sont pas... sur l'écran radar de ce projet de loi-là. Et comme la défense des droits et l'accompagnement est reconnu, je ne pense pas que le rôle des CAP soit modifié à cette étape-ci parce qu'ils sont... c'est un organisme, c'est un regroupement d'organismes communautaires liés au PSOC, là. Alors, il n'y a pas... à ce moment-ci, il n'y a pas de changement. Nous, ce qu'on dit par ailleurs, c'est on veut, quand les gens nous demandent d'assister, d'accompagner et de représenter auprès du commissaire aux plaintes, on veut que ça se soit reconnu pour les comités d'usagers. On le demande, ça. Le rôle des CAP demeure et restera. Je ne pense pas qu'il y aurait une modification à cette étape-ci là, pour le ministre, là, je pense pas. Après ça, il y a tout un échange, Sylvie, mais j'invite les gens à aller lire les échanges parce qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent émaner de là. Madame Larochelle. Moi, je ne vois pas, alors je ne peux pas entretenir. Parfait, mais de toute façon, nous, on aura toute la chance de les relire et de bien les analyser parce qu'on va les sauvegarder. Mais Madame Larochelle qui parlait de l'existence de mémoire de 58 pages qui explique les changements. Alors là, il y a eu toutes sortes d'échanges sur quel est ce mémoire. Et en bout de ligne, c'est un mémoire que la personne s'engage à partager avec le RPCU et sans doute que nous pourrons le rendre disponible lorsque ce sera fait. Parce que c'était tout le reste des échanges portait sur ce mémoire, où le trouver, etc. C'est le mémoire de, dites-moi où, là, peut-être que je l'ai puis je ne le sais pas. Qu'est-ce que c'est, ce mémoire? Alors, est-ce que Madame qui a initié, Madame Larochelle, si vous pouvez nous préciser de quel mémoire vous parliez? Oui, c'est un mémoire qui date du 17 mars, qui était le mémoire, en fait, au Conseil des ministres. Il y a 58 pages. C'est pas mal détaillé. Oui. Puis il y a vraiment une section entre la page 19 et la page 26. C'est vraiment des sections plus en détail où est-ce qu'il est expliqué les comités de résidents, comités d'usagers, etc. Oui, alors c'est un mémoire, on appelle, c'est pas nécessaire, c'est un, oui, oui. Mais il faut être bien prudent sur ces affaires-là, hein? Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est sorti, ça c'est un mémoire qui a été présenté à la commission de l'ensemble des ministres là, avant le dépôt. Pour avoir été un peu autour de ça dans une ancienne vie, quand ça sort, c'est parce qu'on veut que ça sorte. Il y en a d'autres qui ne sont pas sortis. Alors, tant mieux si on a de l'information là-dessus. Nous, on s'en est un peu servi sur quelques petites affaires, mais il y a peu de choses sur comment ils voient les tentacules de Santé Québec. On voit pas beaucoup les échanges avec les autres ministères, entre autres le ministère des Finances, parce que à ce mémoire-là, d'ordinaire, il y a des mémoires des autres ministères pour comprendre et avancer un peu dans les débats. Alors, moi, je pense que c'est une fuite. Tant mieux si on l'a reçu, mais il faut le prendre comme c'est. On peut le distribuer, là, il n'y a pas de souci. OK. De toute façon, encore une fois, j'invite les gens à aller consulter le fil de discussion parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données, même des adresses où on peut trouver le mémoire, etc. Il me semble, là, avant d'aller aux mains levées, parce que c'est des personnes qui sont déjà intervenues, une question rapide de Tommy Paré, là. Une question rapide et technique. Est-ce que les représentations sont publiques et diffusées à la population, exemple celle de demain? Oui. Alors là, on arrive à l'étape 2 qui s'appelle commission parlementaire. Alors, vous comprendrez, à notre grand désaccord, nous avions dit au ministre et au cabinet et à tous ceux qui voulaient nous entendre que nous, on consulterait nos membres, qu'on ferait un mémoire après la consultation et qu'on espérait du ministre, avec cette réforme énorme, de laisser le temps aux citoyens, aux usagers, aux patients de pouvoir comprendre, analyser et amener des questionnements, je dirais, constructifs pour la suite.
Et voilà, 10 jours, même pas, plus tard, on est convoqué et vogue la galère. Alors, vous comprendrez que, et on a tenté désespérément de pouvoir déposer plus tard et tout. Alors, la stratégie, c'est que demain, nous irons en commission déposer un pré-mémoire parce que pour la suite, on va continuer de travailler avec vous autres sur une présentation de mémoire. Alors, demain, on y va avec des grands axes. Vous pouvez le voir sur le site de l'Assemblée nationale. Tous les débats de la Commission santé et services sociaux seront disponibles. Vous pouvez les écouter à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des auditions qui sont le 23 mai, si je me souviens bien. Là, puis je peux être... attendez. Donc, demain, nous, on est là à 14h50 et les commissions, puis là, ils vont s'en ajouter peut-être, devraient terminer le 23 mai. Voilà. À ce stade-ci, Sylvie, je ne sais pas si tu as encore des planches à couvrir parce qu'il est 12h47 et j'ai fait le tour de toutes les personnes qui ont fait une première intervention. J'ai 2 mains levées de personnes qui ont déjà parlé. Est-ce que tu es prête à les entendre? Absolument. Ben, allons-y avec Mme Salvaille qui a levé sa main en premier. Oui, Mme Tremblay, en tout cas, merci beaucoup pour cette période d'échange. C'est très apprécié. Écoutez, je veux revenir sur l'importance des QC et je vais vous dire pourquoi. On voit que sur les conseils d'établissement locaux, on aura 5 représentants d'usagers. Et dans Memphremagog seulement, il y a 14 comités d'usagers. Donc, qu'arrivera-t-il aux 9 autres qui ne seront pas représentés sur le conseil d'établissement 1? Et avec la disparition éventuelle des QC, ce que je souhaite qu'ils n'arrivent pas, ces gens-là seront complètement isolés dans le territoire. Il n'y aura personne pour coordonner leurs actions, les soutenir, leur donner du matériel, écouter leurs besoins. Il n'y aura personne. Il n'y a personne de nommé qui aura cette fonction-là. Donc, il faut absolument, absolument conserver les QC. Ça m'apparaît essentiel. Ce sont des bénévoles avec qui on interagit et souvent, ce sont des gens qui ont des budgets de 5, 6, 7, 8 000 $ pour fonctionner. Ils n'ont même pas l'opportunité de s'engager une personne ressource. Donc, la disparition des QC fait en sorte qu'on va voir disparaître des comités d'usagers. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Alors, l'idée étant ici que la proposition n'est pas acceptable au niveau des comités d'usagers, des comités de résidents. On laisse un peu le statu quo sur les comités de résidents, mais en même temps, la logique est un peu particulière aussi. On est très content que les comités de résidents continuent, qu'ils soient aux aguets, mais en même temps, les comités de résidents aussi ont besoin des comités d'usagers pour les soutenir. Parce qu'on peut penser, par exemple, en jeunesse ou même en déficience intellectuelle, il y a quelques comités de résidents, mais si le comité d'usagers n'existait pas, ça ne marcherait pas. Alors, la proposition ils doivent revoir leur copie. Puis moi, je ne veux pas on nous dit que les budgets vont rester les mêmes, on nous dit qu'il y a de l'ouverture, puis on nous dit, ben là, peut-être que ce n'est pas la bonne solution, mais bon. Alors, moi, je vous dis, là, tout ce qu'on avait avant, il faut aller tout le rechercher. Et c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on veut, comment on veut l'organiser. Il y a certains QC que ça va tigidou, mais dans d'autres coins, ça ne va pas du tout. Alors, c'est de ça que je veux, que nous devons discuter et nous devons arriver avec des propositions. Et c'est ça qu'on leur demande. Parce que c'est censé être pour nous autres, là, cette réforme-là. C'est censé pour être les usagers puis les patients. Là. Alors, l'idée, c'est qu'on espère de l'ouverture en commission demain, puis on va leur dire, écoutez, on va vous arriver avec des propositions pour être capable de placer l'affaire. Mais laissez-nous pas ça comme ça. C'est un peu ça la première étape.
Il y avait M. Desilets qui avait un commentaire un peu dans ce sens-là. Là, avec la réponse qu'on vient d'entendre, M. Desilets, est-ce que vous avez encore une portion de questionnement ou vous considérez que votre dernier commentaire sur le chat a été bien couvert? En allumant votre micro, oui. Oui, ben dans le fond, là, ce que je voulais dire, c'est que préciser, c'est que je dis l'opération, mais c'est la gouvernance des QC actuels, c'est la géométrie variable, selon ce que j'en connais, dépendamment de l'allégeance ou regroupement. Hein, puis il y en a qui se pensent nommer à vie. Fait que dans le fond, il y a comme ça aussi, c'est à retravailler. Si on veut assurer, je veux dire, un renouvellement ou aussi un changement d'idée, des paradigmes et autres. C'était mon commentaire. Merci. J'abonde. Merci. Alors, j'ai 3 mains levées et comme promis, je vais avec des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de parler avant les autres. Alors, désolé, Mme Penneau, mais on va vous passer en fil après Mme Sylvie Drimouski et M. Caillé ensuite. Donc, Mme Sylvie, merci. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai un commentaire. En tout cas, j'ai plusieurs commentaires, mais je vais faire vite pour ne pas prendre trop de temps. J'ai travaillé 32 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je suis revenue, j'ai travaillé dans les agences de santé à la régie régionale, bon, etc. Je trouve que c'est un amalgame de tout ce qui a existé, conseil régional, régie régionale, agence de santé, avec des forces, des faiblesses dans un et l'autre. Je pense qu'on revient à des directeurs par établissement, des conseils d'administration par établissement. Donc, on mélange encore plein de structures. Je ne sais pas si au plan des services, ça va réellement améliorer les services aux usagers. Fait que ça, je ferme la parenthèse parce que je me dis, c'est encore une mise en place d'une grosse structure qui va prendre 3-4 ans. C'est pas que je suis résistante au changement, mais c'est parce que j'en ai vu d'autres aussi. Puis vous avez vu aussi la réforme Barrette, où est-ce qu'on est rendu avec. Je vais revenir au niveau des comités d'usagers et de résidents. Je suis heureuse d'une certaine manière qu'on n'y touche pas trop parce que c'est nous qui sommes encore plus la pointe de la flèche par rapport aux services que les gens reçoivent, qu'ils soient résidents ou qu'ils soient utilisateurs de services. Fait que ça, je me dis, c'est bien. Par rapport au QC, c'est vrai que dans certaines régions, ça va bien, puis dans d'autres, ça va moins bien. Dans notre région, je peux dire à l'heure actuelle qu'après plusieurs mois de réflexion, à savoir comment qu'on s'organise, ils sont enfin arrivés à un certain roulement. Intéressant pour tous les comités d'usagers résidents qui en font partie, puis je suis un peu d'accord avec la madame, je pense que ça peut être très utile. Le seul hic que j'ai par rapport au QC, puis qu'il pourrait y avoir une amélioration à ce niveau-là, c'est que les comités d'usagers, les comités de résidents sont comme indépendants. Hein? Ils peuvent prendre les décisions, ils peuvent faire des représentations, puis ils n'ont pas de compte à rendre aux établissements. Ils ont un compte à rendre aux usagers puis aux résidents. Les QC, la personne ressource est employée par l'établissement. Alors là, il y a une attache là qui ne devrait pas être là, un peu comme le commissaire aux plaintes qui est attaché au conseil d'administration. Les QC sont attachés au conseil d'administration. Donc, si on veut garder une structure régionale qui viendrait coordonner l'ensemble des comités d'usagers et de comités de résidents, oui, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, il faudrait garder l'indépendance aussi de ce comité régional-là pour s'assurer que quand on élève la voix, qu'on puisse avoir la force de le faire et le pouvoir de le faire. J'arrête là. C'est un peu mes commentaires, grosso modo. Il y a beaucoup de détails qui vont nous venir par la suite, mais je me dis, je pense qu'il faut poursuivre l'organisation qu'on est en train de faire en la bonifiant. Merci, Mme Sylvie. Est-ce que Sylvie, tu veux rajouter quelque chose sur les commentaires de Sylvie? Non, non, non. Alors, merci, Mme Sylvie, de baisser votre main. Monsieur Caillé, en ouvrant votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, M. Caillé. Oui, bonjour, ça va bien, tout le monde? Alors, comme d'habitude, j'ai des commentaires, mais la première chose que je veux, c'est qu'on ait une ouverture d'esprit et Mme Tremblay semblait vouloir le démontrer. Et je pense que c'est la partie importante. Est-ce qu'on m'entend bien, là? Oui, OK. La deuxième partie,
dans tout ce qui a été présenté, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est la représentativité. Qu'on élimine le QC, pour moi, ça ne me dérange pas. Qu'on regroupe des comités d'usagers, je suis d'accord. Je faisais déjà des démarches pour ça depuis 2-3 ans. Ça ne change rien pour le comité pour ce qui est du RPCU, parce que si je suis regroupé, mais que j'ai les montants d'argent pour travailler, je peux être plus efficace. Et là, je regarde, là. Si j'ai chez moi, j'enlève un comité là, qui va s'en aller ailleurs là, au niveau de l'INLB, mais j'ai 2 comités d'usagers avec un bon budget. J'ai un QC avec un bon budget. Si je regroupe mes 3 budgets, je vais être capable d'aller du côté du RPCU aussi pour répondre à leurs besoins lorsqu'ils vont faire les choses, les cotisations. Mais je vais être en mesure de me griller d'une personne ultra compétente pour pouvoir travailler davantage à faire valoir les choses. Et cette personne-là pourra avoir un adjoint ou des choses de même, mais je pense qu'il faut être ouvert à tout ça. La place où je me pose des questions sur la représentativité, c'est sur les conseils d'établissement. Ils nomment 5 personnes sans référence au comité d'usagers. Ça, je pense que ça va être à travailler de ce côté-là. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas là. Maintenant, l'autre chose qui me fatigue, et Mme Sylvie de Rimouski l'a bien mentionné, c'est où on va se retrouver ensemble, nous, les comités d'usagers, pour de façon régulière pouvoir échanger, voir les orientations, pouvoir discuter des problèmes qu'il peut y avoir, autre qu'une fois par année avec le RPCU. Alors, je me dis peut-être que là, dans ce champ-là, c'est le RPCU qui devra se trouver cette mission-là et la faire valoir peut-être. Je ne sais pas, là, mais il y a des choses à faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir par après, mais on a beaucoup de questions à se poser de ce côté-là. Alors moi, le regroupement, je ne le trouve pas si pire que ça qu'on en enlève, en autant qu'on nous donne des structures pour aller chercher des personnes compétentes qui pourraient avoir des avantages sociaux, parce que souvent, nos gens travaillent pour nous sans aucun avantage social, et ce qu'on a souvent, c'est des personnes qui sont vers la retraite ou qui ont pris leur retraite. Alors, je me dis, ça serait pas mal plus intéressant d'avoir quelque chose au bord. Fait que je ne sais pas vos commentaires, mais on va en discuter. Je prendrai la balle au bon des commentaires de M. Caillé, mais je n'entrerai pas dans le pointu. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut avoir de l'ouverture, mais l'ouverture doit venir de... Il y a un baseline, comme disent les Chinois, là, sur lequel on ne peut pas ne pas demander. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les missions ne sont pas reconnues, pour moi, c'est une perte énorme au niveau du droit des usagers. Et ça, moi, j'ai pas sur la façon de travailler, comment on va pouvoir régénérer les établissements pour qu'ils soient capables de nous épauler puis de nous supporter dans l'organisation, c'est une chose. Mais c'est un peu inacceptable qu'on ne soit pas capable d'être obligé de commander là, les missions, là, puis les noyer dans quelque chose que je ne sais pas trop. Alors, on va s'en reparler parce que c'est le début d'un processus, puis on verra comment on se déposera, là, mais il y a quand même pour moi un baseline qu'on n'a pas à ce moment-ci. Dans l'ordre, j'ai les mains levées de Mme Bargiel, que je vais entendre en premier, et ensuite, on ira à Mme Penneau et à Mme Salvaille, qui ont déjà eu des occasions d'intervention, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles personnes. Mme Bargiel. Juste pour l'aspect de la compréhension de la fonction d'accompagnement, je viens de quitter, moi, la présidence d'un QC, et j'ai été pour la plupart des années seule représentante en DITSA, déficience intellectuelle et autisme. Et je constatais que mes collègues en santé n'interprétaient pas la fonction d'accompagnement du tout comme nous, où pour nous, les comités en DITSA, il y a une importance vraiment marquée d'être disponible pour rencontrer des usagers. Généralement, chez nous, c'est des parents d'usagers, là. Et pour les aider jusqu'à temps qu'ils décident ou non de déposer une plainte. Mais même dans leur... parce qu'on nous dit, essayez d'abord de régler ça localement. Mais même pour régler ça localement, plusieurs représentants d'usagers
sont intimidés par la machine, puis ont besoin d'être accompagnés, ou ils ont besoin d'évacuer aussi toute leur frustration pour que des rencontres éventuelles se fassent dans un climat plus acceptable. Donc, cet aspect-là, nous, on l'a beaucoup développé en déficience intellectuelle et en autisme, là, puis c'est partagé par mes collègues de l'association. Et je constatais qu'en santé, l'accompagnement, c'était de répondre au téléphone pour dire « Oui, oui, vous avez le droit à une barre de bain », là, ou des choses comme ça. C'est ce qu'on m'apportait, puis c'est ce que j'ai pu voir dans leur rapport annuel aussi, parce que je prenais connaissance de tous les rapports annuels de l'ensemble des comités d'usagers en santé, comité de résidents, etc. En tant que présidente, on n'avait pas de personnes ressources jusqu'à il y a 1 an et demi, donc c'est moi qui me tapais ce beau travail-là. Un autre point, on a parlé très rapidement tantôt là, de la durée. Moi, j'ai vu dans un document que c'était un maximum de 3 ans. J'ai parlé de ça aux gens de mon comité d'usagers local, là, comité continué, j'ai eu ce mot-là. Là. On va être continué pendant 25 ans. Si on est continué, je trouve qu'il faut... Moi, j'avais suggéré à un moment donné qu'on devienne des comités de proximité parce que c'est nous autres qui sommes les plus près, pas nécessairement juste physiquement, mais en préoccupation et en intérêt. Si vous cherchez dans le dictionnaire, ça confirme qu'on a une proximité. En tout cas, 3 ans, là, ce qu'on m'a répondu au comité cette semaine quand on s'est rencontrés, on a à peine le temps de comprendre comment ça marche. En plus qu'on a été bien étraînés pendant la pandémie parce qu'on a eu toutes les directives ministérielles qui concernaient les CHSLD, les hôpitaux, puis aussi nos centres de réadaptation. Donc, on a dû se taper beaucoup de lectures et les membres qui sont là depuis 4, 5 ans, 6 ans nous disent « Ça fait pas longtemps que je comprends puis que je me sens à l'aise d'être capable là, de bien comprendre ça puis de bien l'expliquer à d'autres usagers ou à d'autres parents. » Alors, je quitte là-dessus. C'était mon commentaire. Bon point. Sylvie, on est en surtemps avec 1, 2, 3, 4, 5 demandes d'intervention. Est-ce que tu veux qu'on prolonge un peu? Oui, je viens de voir que mon président est là. Est-ce qu'il aurait envie de faire un commentaire? Parce que je ne sais trop, Pierre, est-ce que tu avais envie de faire des commentaires? Ben, écoutez, moi, ce que j'en dis, là, premièrement, bonjour tout le monde, je m'excuse d'être en retard, j'ai eu un problème avec mon Vidéotron, je n'étais pas capable de me brancher du tout. Écoutez, moi, je pense qu'il faut digérer tout ce cadre-là comme il faut. On a possiblement des opportunités, il faut avoir une ouverture là-dedans. Tout le côté d'émission, ça me chagrine beaucoup parce qu'on ne sait pas exactement où ça s'en va. Je pense qu'on se doit là, de regarder les choses. Nous, on est dans un cadre de plan d'action où on va développer notre stratégie. Je crois que demain, on est en commission parlementaire pour présenter notre mémoire. Et à partir de là, bien, on va développer au fur et à mesure nos stratégies pour arriver à ce qu'on a comme objectif. En garder le plus possible, puis préserver nos acquis, tout en ayant l'ouverture des opportunités qui nous sont amenées. Donc, c'est un peu le cadre dans lequel là, je voulais vous parler ce matin. D'autres commentaires? Merci, Pierre. Jacques, peut-être, y a-t-il des commentaires, des questions? Je vois M. Côté que je n'avais jamais vu. Ah, désolé, je n'avais pas ouvert mon micro, je parlais pour moi seul. Là. Oui, je voulais passer la parole à M. Côté. Allez-y, M. Côté. Oui, bonjour. J'ai une question de compréhension pour Mme Tremblay. Je veux savoir si j'ai bien compris dans votre présentation par rapport à la loi. Les CIUS sur la forme actuelle vont disparaître pour des CA de Santé Québec par région. J'ai bien compris qu'il n'y en aura pas une seulement provinciale, mais il va en avoir dans chaque région administrative. Ils changent de nom, mais c'est la même chose. Excepté ils changent de nom, c'est la même chose. Oui. Et étant donné que les CR et les CU demeurent par établissement,
Est-ce que c'est bien le cas qu'on va pouvoir envoyer des représentants sur les conseils d'établissement? Alors, puis vous allez relire là, ce que je vous ai envoyé sur la façon de nommer, la façon d'organiser les choses. Ce qu'on comprend, c'est que Santé Québec va amener un peu l'ordre de bataille là, pour la sélection et l'organisation. Alors, l'idée, c'est que comment seront nommés ou choisis. Donc, c'est un peu flou là, à ce moment-ci. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait le droit au chapitre, minimalement par territoire, sur qui vous voulez qu'il soit là-dessus. Mais on est dans le flou là, sur comment ça va se faire. Là. OK. À partir de maintenant, j'ai plusieurs mains Désolé, levées. M. Côté, je ne peux pas vous dire plus. D'accord, merci. OK, merci, M. Côté. Merci de baisser votre main. Là, j'irai en rafale avec des personnes qui ont des mains levées et pour t'inviter, Sylvie, à conclure avec une des questions, là, qui serait peut-être un bon récapitulatif après les dernières interventions, c'est quelle est votre stratégie à compter de demain si le ministre ne vous donne pas le temps de consulter davantage vos membres, mais globalement, tu pourrais aussi revenir sur vos grands messages de force demain comme conclusion, ça te va? Alors, on va demander aux 4 personnes en ligne en main levée d'être vraiment brefs, s'il vous plaît. Alors, Mme Pedneau, qui attend depuis bien longtemps. Oui, je suis patiente. Alors, on a parlé beaucoup de structure, mais à ce point-ci, il y a juste une question qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire les fonctions des comités d'usagers. Dans l'article 149 du projet de loi 15, on parle de promouvoir l'amélioration de la qualité de leurs conditions de vie et participer à l'évaluation de leur degré de satisfaction. Je n'irai pas jusqu'au bout, là, mais dans l'article 212 de la loi actuelle, c'était évaluer le degré de satisfaction. Alors là, on vient nous enlever une fonction qui était essentielle pour être capable de répondre aux besoins de nos clientèles sur nos territoires. Je vais répondre, Mme Pedneau, très rapidement aux dernières questions. Alors, vous comprenez que le ministre dit, nous, on veut faire les sondages de satisfaction. Ils ont annoncé des choses à ce niveau-là qui ressemblent un peu sondage à la SAC. Là. Alors, vous allez avoir un service et là, on va, en tant qu'usager, vous demander votre satisfaction. Alors, ça tient beaucoup à cœur au ministre. Nous, ce qu'on y dit, c'est qu'il ne faut pas empêcher. Par exemple, quand une personne est excessivement vulnérable ou qu'elle a un problème de littératie ou qu'elle n'est pas capable qu'elle n'a pas d'ordinateur, puis que ce n'est pas une business, la patente. Là. Alors, nous, on leur dit, nous, on fait partie aussi de l'évaluation de la satisfaction. Alors, on va avoir un échange constructif à ce niveau-là avec lui. Autre question. C'est beau. Oui, on y allait avec Mme Salvaille, ensuite Mme Sylvie Drimouski. Mme Salvaille. Je vais être brève, Mme Tremblay. Écoutez, je suis d'accord avec vous que de demander au ministre de nous laisser le temps de repenser la réorganisation de nos structures au niveau QC, CU, CR, parce qu'effectivement, il y a des différences d'une région à l'autre, d'une part, mais il faut reconnaître, je reprends ce que M. Caillé disait quand il parlait de regrouper. Je ne sais pas si M. Caillé est dans la région de Montréal, mais quand on est dans la région de la Gaspésie ou qu'on est même dans la région de l'Estrie et qu'on a des énormes territoires, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse regrouper de façon satisfaisante si on reconnaît le principe que Madame, là je ne vois plus son nom, là, la dame qui parlait de proximité. Par définition, les CU-CR, c'est des organismes de proximité. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse regrouper des CU dans une grande région. Donc, on a vraiment besoin, effectivement, puis je vais être d'accord avec vous, Mme Tremblay, qu'on nous laisse le temps de repenser comment on devrait s'y organiser. Et aussi, Mme Tremblay, je vais revenir brièvement sur l'importance de reconsidérer les budgets, de répartir différemment les budgets parce qu'on ne peut pas fonctionner avec 5, 6, 7, 8 000 $ dans un comité d'usagers de résidents. Imaginez qu'on va être efficace avec des bénévoles parce qu'on n'a pas l'opportunité d'engager une personne ressource. Donc, je vais m'arrêter là, puis je vous remercie encore. Réaction, Sylvie? En effet,
OK, merci, Mme Salvaille, de baisser votre main. Alors, on va terminer avec court commentaire de Mme Sylvie de Rimouski et de M. Desilets. Votre micro est fermé, Mme Sylvie. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Dans le fond, là, moi, pour terminer, là, ce que je veux dire, la réforme de la santé, son objectif, là, c'est de répondre davantage puis de répondre mieux aux usagers, puis aux utilisateurs, puis aux résidents. Fait que s'il veut être congruent, puis moi, je me dis, Mme Sylvie, qui est allée à la commission parlementaire, là, il va falloir qu'il fasse plus que ce qu'il fait là pour assurer que les usagers et les résidents aient des bons services. Et si escamote cette partie-là, là, ça sera encore juste une organisation de structure. Fait que je me dis, il devra y avoir, je ne sais pas, nommons-le comme on voudra, là, des états généraux ou peu importe, où il y aura un moment où l'ensemble des gens, des comités qui représentent les usagers et les résidents, un colloque que le ministère organise, il voulait aller voir les infirmières pour savoir ce qu'ils pensaient de la réforme, bien, il pourrait s'asseoir avec l'ensemble des comités, bâtir un moment d'une journée, 2 jours, et aller chercher le jus de ce que tout le monde a dans la province, puis l'intérêt des usagers. Donc, moi, je me dis, si on est considéré au même titre qu'un ou 2 articles dans une loi de 1000 articles, mais dans le titre, il va manquer son coup, puis ça, j'aimerais ça qu'il sache. Il va le savoir. Monsieur Desilets. Monsieur Desilets. Oui, bon, moi, dans le fond, je me rends compte que, est-ce qu'il y a une opportunité de revoir notre modèle d'affaires? Ça, je mets ça sur la table, parce qu'on a aussi un problème de recrutement. On ne s'en cachera pas. Nos comités, on est peu nombreux et on a de la difficulté à recruter. Donc, je me questionne aussi à savoir, est-ce que le fait d'avoir nommé des directeurs et directrices de proximité, il n'y aurait pas eu une opportunité de revoir aussi le modèle d'affaires? En tout cas, moi, j'ai l'ouverture d'esprit parce que je sais que la façon qu'on fonctionne actuellement, c'est perfectible. Comment qu'on pourrait améliorer ça? J'aimerais aussi qu'on prenne ça aussi comme une opportunité d'ouvrir notre champ de vision. Je vais faire un peu de pouce avec ce que vous dites. Puis j'ai quelque chose de pas long. Là, mais en même temps, c'est pour ça au niveau des. Par ailleurs, pour les comités de résidents, par exemple, on sait que c'est excessivement difficile maintenant pour les personnes hébergées elles-mêmes d'être sur ces comités-là. Les proches aidants, ils sont, puis à un moment donné, ils partent parce que les personnes décèdent, et les bénévoles bienveillants ne sont pas inclus dans la démarche. Alors, tout est perfectible à la lumière de ce qu'on a vécu depuis la réforme Barrette. Je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir ensemble. Et comment on veut, pour la suite, il ne faut pas revenir dans 5-6 ans comme avec la dernière réforme où à la fois l'accès n'a pas des problématiques et le pouvoir du citoyen face à ses droits comme usager est un peu malmené. Alors, je pense que là, faut travailler là-dessus. Dans les étapes suivantes, puis je vais vous laisser sur ce pour le moment. Donc, on va en commission parlementaire demain et la prérogative de chaque organisme, c'est de déposer des mémoires. Nous, on se garde le droit de déposer notre mémoire un peu plus tard. Donc, demain, on va déposer un document. Et d'ici la fin de la commission parlementaire, on va déposer notre mémoire, ce qui nous permettra, nous l'espérons, de vous revoir ou de rediscuter ou en fonction des tables. Ça, c'est la stratégie qu'on est en train de regarder là, parce que c'était avant hier, là, puis on est hier, alors on va se dépêcher à organiser ça. Mais l'idée, c'est qu'on ne déposera pas notre mémoire avec nos recommandations demain, mais qu'on va être en discussion avec nos membres là, pour la suite des choses. Alors, voilà. Est-ce que tu as fait le tour, Mme Sylvie de Rimouski, avec une très brève intervention avant que je clore? Mme Sylvie Tremblay, il est supposé d'avoir un colloque du RPCU au mois de septembre, là. On a un congrès au mois d'octobre. Octobre, mettons, là. Pourquoi pas changer la date et changer le contenu, compte tenu de la... Bon.
OK. Impossible, mais parce qu'on réserve même pour 24 là, nos congrès. Mais on a invité le ministre, alors ce sera peut-être, s'il est d'accord, et nous pensons qu'il viendra, alors ce sera le moment de lui poser toutes sortes de belles questions. Alors, là-dessus, merci aux deux Sylvie qui viennent d'intervenir. Deux, trois petits mots. On vous a envoyé un message qui est rentré dans vos boîtes de courriel à 12h30 pour évaluer ce webinaire. Merci de le faire. C'est important. Sylvie vient de le mentionner. C'est une première étape dans un dialogue collectif. Donc, si vous avez des commentaires, ce sera une autre place. Je vous rappelle que nous allons sauver tout le fil de discussion pour en prendre connaissance attentivement en prévision de prochaines activités qui pourraient se faire. Le webinaire ayant été enregistré au plus tard, peut-être dès demain, mais sinon plus tard vendredi, il sera disponible dans la zone membre du site du RPCU. Et je me permets un dernier petit commentaire. Nous en sommes presque à la fin de notre saison des formations 2022-2023. Alors, ratez pas l'occasion, allez voir le calendrier des formations, inscrivez-vous. Il en reste quelques-unes en avril, plusieurs en mai. Alors, profitez-en. Et bien entendu, pour toute personne intéressée, laissez-leur savoir que l'enregistrement sera disponible, mais nous, on va vous écrire à ce sujet-là. Sylvie, un autre mot, Monsieur le Président. Moi, j'ai terminé mes petits conseils, mes petites consignes. Merci beaucoup. De mon côté, voilà. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous et que ça vous a abreuvé pour la suite de vos interrogations et discussions. Pierre, peut-être? Bon, écoutez, on est tout le monde un peu sous le choc, là. Je pense qu'on va laisser tomber un peu la poussière. On va prendre le temps de regarder les choses et de discuter. On a eu quand même 2 à 3 rencontres avec le cabinet et il y a une ouverture aussi de leur côté. Donc, moi, je ne laisse pas tomber la serviette. Je pense qu'on est en mesure de développer une stratégie qui va faire qu'on va être, je pense, gagnant. Dans tout ça, là, il faut être confiant, je pense. Puis il faut, comment est-ce qu'on pourrait dire, la 3e période n'est pas finie. Alors, sur ce, je vous laisse. Puis merci pour vos commentaires et à bientôt. À bientôt, tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. À vous aussi.